On a envie de voir Dr House qui fait un diagnostic. Non, là, tu fais de l'accompagnement psychosocial et de la psychiatrie, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Le jeudi 10 juin 2021, j'ai interviewé Pierre Netter, médecin généraliste. Ce qui m'a choqué dans cette discussion, c'est qu'il parle énormément d'empathie tout au long de la discussion. Je ne m'attendais pas à entendre cela de la bouche d'un médecin. Pour Pierre, la relation est primordiale entre patient et médecin, ce qui donne une belle image de la médecine. Venez découvrir son authenticité, mais aussi ses failles, à travers cette interview. Je suis sûr qu'elle vous plaira. Qui es-tu et comment en es-tu arrivé à ton activité actuelle ? Pierre Netter, donc je suis médecin généraliste. Donc pour ceux qui connaissent pas trop les études médicales, on a 6 ans de fac plus en médecine générale 3 ans d'internat. Donc on fait des stages de 6 mois à la fois à l'hôpital, à la fois en cabinet libéral, et ensuite est lâché dans la nature pour bosser. Alors soit en cabinet libéral, soit la médecine générale nous offre la possibilité de bosser dans plein d'autres choses. Mais moi, je fais du libéral pour l'instant en tant que remplaçant. Donc, je n'ai pas le droit de m'installer à mon compte pour l'instant. Donc, je fais seulement des remplacements, donc uniquement dans un cabinet à côté de La Rochelle où j'habite, sur Gers, où j'ai trouvé un système où je remplace 2 jours par semaine en fixe, plus les vacances des médecins, où je prends leur place dans le cabinet. Donc, moi, ça me permet d'avoir un équilibre très correct entre temps pour moi, temps passé au travail, qui me convient bien pour l'instant. Ça, alors après, juste pour parcours universitaire, donc j'ai fait ma fac à Bordeaux, donc première année de médecine repiquée, comme beaucoup de monde, et ensuite l'internat via le CHU de Poitiers, donc un petit peu plus au nord de Bordeaux, et j'ai fait mes stages à Angoulême et à La Rochelle. Et donc, Poitou-Charentes, on va pas se mentir, La Rochelle, il fait bon vivre, donc je me suis posé là-bas. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu es dans un cabinet de médecins où il y a plusieurs médecins qui se relaient, c'est ça l'idée ? Alors, ils sont 4 médecins à travailler. Alors, chacun a un peu son mode de fonctionnement particulier au niveau des horaires, au niveau des jours auxquels ils travaillent. Après, les 4 qui travaillent ensemble, ils travaillent tous 4 jours par semaine. Et ils se relaient, ils font un samedi matin par mois à peu près en tournant. Normalement, on est censé assurer la continuité des soins le samedi matin au cabinet. C'est dans les faits, c'est très peu respecté. Enfin, très peu respecté. Il n'y a pas beaucoup de cabinets qui le font parce que c'est quand même assez chronophage, surtout si t'es que 2 et qu'il faut y aller un samedi sur 2, ça fait un peu lourd. Tous les cabinets ne peuvent pas le faire. Là, comme ils sont 4, plus moi qui remplace et qui fait des samedis matins, ça permet d'en avoir un par mois. Ça reste pas trop demandeur au niveau du week-end, on va dire. Donc concrètement, c'est quoi un médecin généraliste ? La définition qu'on trouve le plus, si tu cherches un peu, c'est la médecine générale, c'est la médecine de premier recours, qui est libre d'accès. Tout le monde peut venir chez le médecin généraliste. Il n'y a pas d'obstacle comme un spécialiste où tu dois être généralement adressé par ton médecin. Et n'importe qui ne peut pas prendre rendez-vous chez le cardiologue parce que il a, je sais pas, eu mal au cœur il y a 3 semaines et du coup ça l'a inquiété et il va voir le cardiologue. Donc tu dois passer par ton médecin généraliste qui lui va faire un tri en fait, t'examiner et te dire ok là effectivement il faut peut-être aller voir le cardiologue ou alors je pense qu'on peut se passer d'aller voir le cardiologue par exemple. Ça c'est un des premiers rôles, c'est de recevoir les gens en premier recours pour un problème de santé et essayer de l'orienter ensuite en fonction de notre diagnostic sur une prise en charge. S'il y a besoin d'un spécialiste, s'il n'y a pas besoin, prescription, ou des fois même rien du tout. Une consultation ne veut pas dire qu'on va forcément délivrer une ordonnance. Même si les gens, en France particulièrement, dès qu'ils sortent sans ordonnance, ils ont l'impression
qu'on leur a volé 25 euros, mais on fait pas que signer des ordonnances quand on voit les gens au cabinet. C'est des moments de discussion. Des fois, les gens, ils ont juste besoin de discuter, d'être écoutés, de parler de problèmes qui méritent pas forcément de traitement médicamenteux, mais qui ont besoin d'un avis médical sur certaines questions. D'accord. Que ce soit physique, psychologique. Vraiment, on fait plein de choses. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un généraliste par rapport aux spécialistes? Tu nous as mentionné les spécialistes tout à l'heure. Bah, la grosse différence, c'est que toi, tu sais pas pourquoi le patient il vient te voir, en fait, généralement. Un spécialiste, quand le patient il vient chez lui, tu sais que c'est pour un problème lié à l'organe dans lequel il est spécialiste. Donc déjà, ça limite un peu le champ des possibilités. Donc voilà, pour ça que les spécialistes, généralement, c'est des gens qui sont plutôt techniques, qui font leurs actes et puis qui enchaînent un peu la journée. Nous, on voit des gens qui viennent pour un problème ou ce qu'ils considèrent être un problème, en fait. C'est pas forcément du point de vue médical, il n'y a pas forcément de problème, en fait, de maladie, en fait, sous-jacente. C'est un peu le but, c'est de recevoir le patient, voir avec lui qu'est-ce qui l'amène le consulter, et ensuite arriver à, par l'interrogatoire, depuis quand vous avez mal, où est-ce que vous avez mal, ça fait mal comment, ça fait mal quand, ce genre de questions. On a nos petits tiroirs dans notre tête, et puis donc en fonction des réponses, ça, donc je prends ce tiroir, et puis là celui-là, et puis ensuite une fois qu'on a réussi à poser les questions, on commence à avoir un peu un aperçu de ce qu'on va chercher à l'examen clinique, et puis après donc on examine les patients pour essayer de confirmer ou d'infirmer notre première idée. Et donc si on a à peu près juste, on fait la prise en charge adaptée, puis des fois on ne sait pas. Très souvent, on ne sait pas exactement ce qu'a le patient. C'est un peu le quotidien du médecin généraliste, c'est un peu l'incertitude. Voilà, c'est quand même pas tous les jours que tu fais un diagnostic précis où tu es sûr et certain que c'est ça. Des fois, les gens, ils ont mal au coude. Pourquoi est-ce qu'ils ont mal au coude? Est-ce qu'ils ont mal au coude précisément? C'est impossible à dire. On fait pas de radio au cabinet, on n'a pas encore les yeux rayons X, donc voilà, on sait pas forcément tout le temps ce qu'ont les gens. C'est un peu des fois, c'est un peu l'angoisse de la consultation aussi. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être un peu angoissé? Ouais, oui, il y a des fois, il y a des gens qui viennent te voir en te disant, typiquement, les gens qui ont mal à la poitrine, c'est toujours t'as peur qu'ils fassent un infarctus, une dissection aortique, donc ton aorte, la plus grosse artère du corps qui se déchire au niveau des feuillets, donc ça peut être mortel en quelques minutes. Enfin, c'est des trucs, c'est hyper rare, mais si tu laisses sortir ton patient du cabinet et qu'il meurt 3 heures après parce que tu l'as pas envoyé aux urgences, un petit peu, tu te sens un peu coupable, quoi. Donc c'est vrai que voilà, t'as vraiment des fois des gens qui viennent te voir et puis tu sais pas trop. Donc après, l'avantage, c'est qu'en France, dès que t'as un doute, tu les envoies aux urgences. Voilà. Quand tu sais pas et que t'as vraiment l'impression que c'est grave, tu t'appelles le 15. Bonjour, j'ai un patient, il a douleur, machin. Je peux pas éliminer un truc grave, donc je vous l'envoie. Ok, bon, on l'attend. Si vraiment ça sent pas bon, ils envoient une ambulance ou SAMU, et puis voilà. Par exemple, sur l'année passée, toi, ça t'est arrivé combien de fois de faire ça? Pas beaucoup, peut-être 3-4 fois. Moi, j'ai dit aux gens, là, vous allez aux urgences. Non, c'est pas tous les jours quand même. Ouais. Les gens qui viennent nous voir, dans la plupart des cas, ils sont quand même pas trop malades, on va dire. Enfin, pas trop malades. Ils sont pas gravement malades, ça ne nécessite pas une prise en charge immédiate aux urgences avec un gros plateau technique. Ça arrive pas souvent. Mais c'est toujours le moment où c'est pas le moment que t'as un mec qui va pas bien, quand t'as fermé la porte du cabinet, que tout d'un coup, il y a un mec qui rentre en disant qu'il a mal à la poitrine. Et bon, ok, je vais réouvrir la porte, vous allez venir avec moi et puis on va voir ce qui se passe. C'est toujours comme ça que ça se passe, généralement. Au dernier moment, c'est ça? Ouais, c'est quand t'es en retard, que t'as plein de monde, et puis tout d'un coup, t'as un patient qui te dit bon, machin, tu rentres, ok, en fait non, ça va pas du tout, donc tu passes 1 heure de plus à t'occuper du patient, ce qui est normal. Et puis tu sors, t'es encore plus en retard, et donc la journée est longue. Ouais. Mais bon, après c'est des consultations qui sont intéressantes après aussi.
voilà, tu sais que t'as fait le geste qu'il fallait, t'as pris le temps qu'il fallait parce qu'il fallait prendre le temps. De toute façon, tu peux pas lui dire, faut rester dans la salle d'attente dans un coin à attendre l'ambulance. Non, tu le gardes sous les yeux et puis tu le surveilles. Même si de toute façon, t'es assez limité sur ce que tu peux faire au cabinet, mais tu laisses pas les gens sans surveillance et surtout ça. Les gens sont rassurés que tu sois à côté d'eux aussi, que t'appelles, que tu fasses les choses, et voilà, ça les rassure. Ils ont l'impression que c'est vraiment un moment important de prendre ton téléphone et d'appeler. Tu peux pas ce genre de situation urgente, de toute façon, tu peux pas leur dire de le faire. Ouais. J'imagine du coup que ça t'est déjà arrivé. D'appeler Enfin, le 15. d'avoir, en tout cas, de ce que tu as décrit là, l'histoire avec le patient. Oui, oui. Une ou deux fois où vraiment je venais voir un patient, j'étais un peu en avance, donc j'ouvre la porte et je vois un patient qui n'avait pas rendez-vous, qui a une trachéotomie. Donc, ceux qui savent pas, c'est un trou dans la trachée. Tu sais respirer à ce niveau-là parce qu'il y a des opérations plus haut. Vous avez un cancer, ce genre de choses. Et depuis ce matin, il saignait en fait au niveau de son orifice après les soins infirmiers. Et donc, il poussait du sang par sa trachéo, donc c'était un peu Bagdad. Donc voilà, donc je l'ai gardé 40 minutes dans le bureau juste en attendant que l'ambulance arrive. Après, il n'était pas dans un état grave, il n'y avait pas de choses, sa vie n'était pas en danger à la minute, mais je pouvais pas lui dire, monsieur, alors en plus avec la trachéo, c'est difficile de parler. Je pouvais pas lui dire, non, faut aller aux urgences là, donc vous prenez votre téléphone, vous appelez, puis vous y allez. En plus, on a eu la chance de faire des stages aux urgences, donc les urgentistes à La Rochelle, on les connaît, donc tu t'appelles, c'est un peu les copains, t'es pas stressé, tu sais que tu vas être bien reçu au téléphone. C'est aussi important d'avoir un bon contact avec les collègues pour pouvoir adresser tes patients rapidement quand tu sens que c'est un peu urgent et qu'ils ont besoin d'être pris rapidement en charge. C'est un petit monde la médecine, ça veut dire? Ouais, oui. Surtout, tu vois, moi j'ai fait mes 3 derniers stages à La Rochelle, les 2 derniers à l'hôpital. Ouais. Donc, tu commences à connaître un peu les médecins parce que tous les jours tu es à l'hôpital, tu as besoin de les contacter pour tes patients quand tu travailles dans les services. Et puis maintenant on commence tous à être médecins, mes copains et moi, j'en ai plein qui bossent à l'hôpital. Donc en fait, l'autre jour j'ai eu un patient, j'avais besoin d'un avis d'un rhumatologue. J'ai une copine qui travaille à l'hôpital, je l'ai appelée, elle m'a dit ok, je te prends ton patient demain à l'hôpital. Bon, très bien. Donc voilà, c'est un petit monde. C'est bien d'avoir tes entrées. Après, c'est facile quand tu as travaillé à l'hôpital, que tu connais les gens personnellement et que tu as leur numéro perso, ça va plus vite. Voilà. Tant que tu leur envoies pas des trucs un peu pourris toute la journée parce que tu sais pas quoi en faire, au bout d'un moment, ils vont commencer à te dire quand même, t'abuses un peu, tu peux pas nous envoyer tous tes patients. Ouais. Je vois l'idée. De temps en temps, quand tu as besoin, voilà, t'appelles et tu sais que tu peux avoir une hospitalisation rapide. Voilà, c'est un petit joker, tu t'en sers avec parcimonie, quoi. Et puis si c'était bien utilisé, ils te rendent ton joker et tu peux le réutiliser rapidement si tu as besoin, quoi. Tu disais qu'en fait, en tant que médecin généraliste, le but c'est d'essayer de trouver, d'avoir l'hypothèse et de creuser finalement pour trouver quelle est la bonne hypothèse et faire le bon diagnostic. Et que, en fait, souvent, on ne sait pas. La question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui est difficile en fait dans le diagnostic? Ça dépend en fait de la situation, mais tu vois, par exemple, en période hivernale, quand tu as tout ce qui est rhinopharyngite, laryngite, tous les petits virus de l'hiver, voilà, les gens ils viennent te voir, ils ont des symptômes, donc ils ont mal à la gorge, le nez qui coule, ils toussent et ils te demandent de qu'est-ce que j'ai. Et tu leur dis vraisemblablement un virus, mais alors lequel? Je peux pas vous dire. Qu'est-ce que c'est comme pathologie? C'est une inflammation, une infection virale de la sphère ORL. Alors après, précisément, tu peux pas dire. C'est un truc un peu. Le terme rhinopharyngite, c'est un terme un peu passe-partout qui veut pas dire grand-chose au final, hein, qui décrit juste les symptômes. J'ai mal à la gorge et j'ai le nez qui coule, quoi. Mais c'est pas un diagnostic précis, c'est pas vous avez fait un AVC
du tronc basilaire avec, là vraiment le mec il sait ce qu'il a. Il a un caillot dans l'artère basilaire qui lui donne tel symptôme. Donc là le mec il sait, ok j'ai fait ça, c'est calé. Toi tu dis bah vous avez le nez qui coule et mal à la gorge. D'accord. Voilà. Donc t'as rien alors, t'as pas de de, de, de pathologie définie avec un traitement clair en disant bah, vous allez prendre ce médicament pendant 7 jours et dans 7 jours ce sera terminé. Non, c'est bah, vous allez vous moucher, vous laver le nez, prendre du Doliprane si vous avez de la fièvre et si vous avez de la chance, dans une semaine, vous serez en pleine forme. Si vous n'avez pas de chance, vous allez tousser pendant 3 semaines et vous allez revenir me voir parce que vous n'arrivez pas à dormir, que vous en avez marre et je pourrais toujours rien faire pour vous malheureusement parce que j'ai pas de médicaments, de pilules magiques pour vous débarrasser de votre pathologie, quoi. C'est ça qui est un peu frustrant et les patients sont souvent très demandeurs. Enfin, quand ils viennent nous voir, c'est voilà, ils veulent la pilule magique, quoi. Ils veulent le coup de baguette magique, qu'on leur fasse disparaître leurs symptômes et qu'ils soient guéris. Malheureusement, on n'a pas tout le temps ce ressort-là. Ok. C'est difficile à expliquer, à faire comprendre des fois. Il faut prendre bien le temps. Et surtout en période épidémique, quand on a 15 dans la journée, que t'es fatigué, que t'as pas le moral, bah, c'est difficile. Des fois, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Si, t'as pas envie de prendre le temps à chaque fois de réexpliquer tout le temps la même chose. Tu vois, le 15e, t'as juste envie de lui dire, tu jettes son ordonnance de Doliprane et d'eau de mer et tu lui dis, bon, au revoir. Ok. C'est un peu le problème, des fois. On connaît tous, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, les visites chez le médecin, c'est des trucs, on a tous fait, on imagine un peu ce que c'est. Et est-ce que tu peux nous raconter de ton point de vue comment s'est passée la dernière rencontre avec un patient, là ou les dernières quelques histoires, pour comprendre un peu ce que c'est une rencontre avec un médecin, mais de ton point de vue, quoi. Alors après, je voulais juste rebondir un peu sur les consultations. Il y a Ouais. un peu, là, c'était vraiment de la consultation. Donc vraiment, là, c'est vraiment le premier recours. C'est j'ai un problème, comme les jeunes comme nous qui n'avons pas de problème de santé chronique, on va dire. Euh, j'ai un problème, je vais voir le médecin, il me donne mon ordonnance et puis je le revois dans un an parce que je serai malade, parce que j'aurai besoin d'un certif, mais je vais le voir vraiment ponctuellement parce que j'ai un souci. Mais il y a vraiment toute la partie maladie chronique, tous les patients qui ont des maladies chroniques qu'on revoit eux très régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend un peu de la pathologie, de la surveillance. Et là, c'est des consultations qui sont un peu différentes parce que bah, c'est des gens que tu vois régulièrement, donc tu finis par les connaître bien parce qu'en fait, tous les 3 mois, tu les revois pour refaire leur ordonnance, donc pour refaire le point sur leur traitement. Est-ce qu'ils prennent bien leur traitement? Est-ce qu'ils acceptent bien leur traitement? Est-ce que le traitement est bien toléré? Est-ce que le traitement est efficace? S'il est très efficace, est-ce qu'on a besoin de garder le traitement? Donc, c'est des consultations qui sont un peu différentes, mais qui sont aussi des moments importants parce que bah, tu réévalues le traitement du patient. Tu n'es pas juste là pour leur re-signer leur ordonnance et les mettre à la porte et encaisser tes 25 €. Voilà. Je voulais juste faire un peu le distinguo sur ces deux choses. Et alors, pour revenir sur la question de consultation, j'en ai eu une là qui était assez intéressante, une jeune fille de 18 ans qui vient me voir. Donc je l'avais jamais vue, cette jeune fille, donc qui commence à me parler de problèmes de douleur pendant les rapports. On appelle ça dyspareunie. C'est assez fréquent au final. Donc voilà, elle commence à me parler de sa relation avec son copain, que ça passe pas très bien, elle a des douleurs, il est pas très attentif. Puis tu commences à discuter, puis en fait elle te raconte que en fait elle a été agressée sexuellement quand elle avait 16 ans et que bah, du coup avoir des rapports c'est compliqué parce que bah, dès qu'elle a des rapports ça la renvoie à cette situation. Que son copain bah, pas l'air de trop entendre ça. Voilà, il lui reproche un peu de pas être normal quoi en fait, pas pouvoir avoir des rapports, donc elle culpabilise. Donc tu passes d'une consultation où elle vient pour un problème physique, j'ai des douleurs pendant les rapports. Voilà, chez les femmes c'est bah en fait vous avez une mycose, donc on va traiter la mycose et puis ça va aller bien. Et puis là en fait non pas du tout, c'est en fait il y a une histoire de vie derrière. Et là tu te rends compte qu'en fait en 15 minutes tu vas pas pouvoir régler le problème. En fait tu vas
pouvoir voir ce qui se passe dans la vie de cette jeune fille et te dire, ok, donc là, en fait, il va falloir qu'on se voit ben, régulièrement, en fait, pour régler plein de choses, pour discuter de vos problèmes, voir comment vous pouvez améliorer votre relation avec votre compagnon, comment est-ce qu'on va essayer comment d'exorciser un peu ce traumatisme que vous avez eu il y a 2 ans, parce qu'elle me dit qu'elle fait encore des cauchemars, qu'elle y pense encore. Elle n'a pas osé porter plainte parce que quand elle a dit à sa mère qu'elle s'était fait agresser, sa mère lui a dit que c'était de sa faute, quoi, en fait. Donc voilà, tu te rends compte, en fait, tu fais plus de la médecine dans le sens où on a envie de voir Dr House qui fait un diagnostic. Non, là, tu fais de l'accompagnement psychosocial et de la psychiatrie, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Voilà. Et puis, c'est des consultations qui sont difficiles parce que, voilà, elle te dit qu'elle a pas porté plainte, que le mec, elle le croise à Surgères et que, bah, ça la choque à chaque fois qu'elle le voit. Donc, bon, tu sors de là, c'est un peu compliqué, quoi. Pour, qu'est-ce que tu peux faire, en fait? Tu te sens un peu démuni parce que tu as des trucs qui te dépassent un peu. Vas pas aller porter plainte pour elle. Tu peux pas aller casser la gueule du mec parce que ça sert à rien. Puis certainement lui te casser la gueule plutôt que toi. Donc c'est vraiment voilà ce genre de situation où ça sort un peu je pense, de la consultation classique de médecine générale qu'on s'imagine où j'ai j'ai une petite infection, j'ai une angine, j'ai un truc. C'est pas que ça, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout conscience qu'il peut y avoir ce type d'échange. Donc, je sais pas si c'est de la psychologie, mais en tout cas, Ouais. c'est d'écoute, quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation avec un problème quelconque. Et en fait, si tu poses pas la question de comment ça va, en fait, ils viennent avec leur problème, tu règles le problème et ils rentrent chez eux. Mais quand tu commences à poser des questions, comment vous allez, est-ce que vous avez des problèmes dans votre vie, est-ce que ça se passe bien au travail, et en fait, tu ouvres des portes et ça permet aux gens. Alors, les gens, des fois, ils ont pas envie d'en parler, hein. Ils sont pas prêts ou ça les intéresse pas, ils t'ont jamais vu. Mais il y a des gens quand tu ouvres la porte, qui disent ah oui, en fait non, ça va pas au travail. Voilà, et puis en fait, ils te disent qu'ils dorment pas, qu'ils sont harcelés par leur employeur ou par leurs collègues. Donc, voilà, tu viens pour quelqu'un qui te dit j'ai un rhume, je suis fatigué, j'en peux plus, c'est trop pénible, c'est trop chiant, j'arrive pas à dormir parce que je me mouche. Et en fait, quand tu poses ces questions, ils se mettent à pleurer devant toi parce qu'en fait, ils sont burn-out ou ont d'autres problèmes derrière. Mais ça, c'est vraiment des questions. Si tu les poses pas, les gens, des fois, ils osent pas en fait aborder le sujet. Surtout tout ce qui est harcèlement, problème au travail, surtout quand c'est des hommes, ils ont peu de mal à avouer que ça va pas en fait des fois. Hein. C'est encore un peu des trucs comme ça. Et après, pas que les problèmes au travail, mais voilà. Ouvrir des portes pour que les gens te parlent de leurs problèmes, c'est aussi un peu notre. Je pense que c'est aussi un peu notre rôle, hein, parce que avant, les gens, quand ça allait pas bien dans leur vie, ils allaient voir le curé. Puis maintenant, ils vont voir le médecin. Donc, il faut aussi, je pense, s'occuper de ça. Parce que si t'es pas bien dans ta tête, t'es pas bien dans ton corps. Hein. Je le vois tous les jours. Les gens qui vont pas bien, moralement, ils ont des problèmes de santé qui arrivent, quoi. Donc, As-tu déjà fait un signalement car tu avais un doute sur des violences conjugales ou des violences intrafamiliales? pas encore. Je me suis posé la question une fois pour un jeune garçon. Alors, je pensais pas qu'il y avait une violence intrafamiliale, en tout cas. Ça a évoqué potentiellement des soucis d'attouchement ou ce genre de choses. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse un signalement? Alors, après, je mettais pas du tout en cause la famille. Les parents, mais par exemple l'agression à l'école ou à la crèche, enfin tu vois un truc, ça peut arriver. Hein. Et bon, en fait, il se trouve que c'était juste lié à une petite infection pas très grave. Mais vraiment, ouais, je me suis posé la question. Après, c'est toujours pareil, toi, tu peux pas porter plainte pour cette jeune fille, par exemple. Je lui en ai parlé, hein, justement, pardon. Je rebondis sur prendre contact avec des associations de victimes de gens Ouais. qui ont été victimes de viol. Surtout qu'elle avait pas l'air d'avoir d'espace de parole, que ce soit avec ses amis, avec ses parents, avec sa famille. Voilà, on sentait qu'elle était vraiment
renfermée sur elle-même et qu'elle avait personne avec qui parler. Donc je lui ai proposé justement d'aller vers ce genre de structure pour avoir en plus un espace de parole. Et moi, je lui ai dit de toute façon que j'étais prêt à la revoir quand elle voulait pour continuer à discuter. Hein. Et quand elle veut, après, c'est, c'est aussi moralement difficile pour les gens de tout déballer d'un coup et des fois, ils sont pas prêts à revenir la semaine d'après pour reprendre. Des fois, c'est un peu long. Et donc non, pour finir, j'ai pas encore eu affaire de signalement et de toute façon, malheureusement, une femme battue par son mari, malheureusement, c'est pas à nous de porter plainte en fait. On peut pas. C'est elle, si elle veut porter plainte, faire une main courante ou quoi que ce soit. Mais nous, à part faire consigner dans le dossier médical, faire par exemple un examen en disant elle avait un hématome sur la pommette, des marques de coiffure sur les bras, pour avoir des traces. Si jamais elle veut porter plainte, mais on peut pas aller à la gendarmerie et dire Madame Machin, elle se fait battre. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut dire un signalement concrètement? Alors nous, on fait un signalement, c'est surtout pour les enfants. Ouais. Quand tu suspectes des violences intrafamiliales, tu dois faire un signalement au procureur. Okay. Donc tu envoies un courrier. Alors c'est très difficile parce qu'il faut normalement tu es censé le dire aux parents. Bonjour, tu vois l'enfant, tu te dis je suis désolé, j'ai l'impression qu'il est maltraité, donc je vais faire un signalement au procureur. C'est difficile ce genre de situation parce que tu as les parents dans la pièce. Bon, je verrai le jour où ça m'arrive, mais pour l'instant je j'ai pas encore eu à faire ce genre de choses et je suis pas pressé que ça m'arrive, on va dire. Dans le chat, on rajoute donc le médecin généraliste n'est pas un médecin qui constate les violences, les blessures, comme aux unités médico-judiciaires. Alors en fait, je suis vraiment nul sur les questions juridiques. C'est un peu un problème de notre formation, c'est qu'on n'est pas du tout formé correctement pour ce genre de trucs. Et c'est vrai que quand tu as un doute, tu fais un examen un peu sommaire. Et si les gens veulent porter plainte, après, le mieux, c'est quand même d'avoir un vrai médecin expert qui fait les constatations. Enfin, moi, je me sens pas suffisamment formé, je me sens pas suffisamment à même de faire un certificat correct. Et je veux pas que les gens, tu vois, ils arrivent devant le juge ou quoi que ce soit avec mon certificat qui vaut rien et qu'on leur dise, désolé, en fait, votre truc, c'est pas valide. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Selon Alicorne, donc pourquoi le médecin est obligé de le dire aux parents alors que les enseignants non? Alors moi, c'est les situations qu'on avait aux urgences où t'as les parents qui sont là. Enfin, en fait le problème, c'est que si tu leur dis pas, c'est toi qui l'as vu l'enfant, c'est toi qui as fait le truc. Donc en fait, si tu le dis pas, les gens ils vont potentiellement revenir derrière, se plaindre, te casser la gueule. Tu tapes sur ton enfant. Ouais. T'es prêt à taper sur les autres. Ouais. Donc non, c'est voilà pour dire que voilà, t'as dit les trucs, quoi. Donc, dans tous les cas, les gens, ils vont savoir qui a fait la déclaration. Hein. C'est le médecin, donc leur médecin, ils savent qui c'est. Donc, ça, c'est juste pour éviter derrière d'avoir des surprises, on va dire. Ouais, tu dédramatises avant, en fait. De toute façon, c'est censé dire ce que tu fais à tes patients. Après, je sais pas si c'est une obligation, hein, j'en sais rien, mais c'est juste que nous, aux urgences pédiatriques, quand j'étais à la fac, ils disaient aux parents qu'ils faisaient des signalements, mais ils le cachaient pas. C'est quoi l'histoire la plus folle que tu as vécue, toi, aujourd'hui? Si, quand j'étais interne aux urgences, c'était quand on faisait les gardes, il y avait toujours la consultation corps étranger intrarectal. D'accord. Voilà, ça c'est toujours rigolo. Ouais. Parce que tu vas, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, j'ai glissé, je suis tombé sur un verre. Ouais, bon. Ok, ok, bon, très bien. Je vais noter ça, mais personne n'est dupe. C'est vrai que il y a des fois des situations qui prêtent un peu à sourire. Alors, on en rigole entre médecins parce que c'est souvent une histoire de lâcher un peu la pression aussi, surtout quand tu travailles aux urgences où les journées sont longues.
souvent face à des situations difficiles. Mais au final, le patient qui vient, c'est jamais très rigolo pour lui. Ouais. Ah ouais, De venir aux c'est sûr. urgences parce qu'il s'est coincé un truc dans le rectum. Après, moi, les situations qui m'ont le plus marqué, c'était toujours les prises en charge de patients en fin de vie, quel que soit le motif de fin de vie. Hein. Soit c'est un cancer, soit c'est une maladie chronique qui arrivait en phase terminale. Et généralement, c'est là où tu te sens le plus utile, je trouve. Où les gens sont le plus reconnaissants, en fait, surtout les familles. Ouais, c'est là où tu as l'impression vraiment d'avoir vraiment été très utile à tout le monde, que ce soit au patient parce que tu l'as soulagé et qu'il a pu partir paisiblement, et à la famille parce que tu les as accompagnés, tu as expliqué ce qui se passait, tu les as prévenus, tu leur as dit comment ça allait se passer, etc., etc. Tu as réussi à les préparer surtout à ce qui allait se passer. Et, non, ça vraiment c'est les consultations qui m'ont, enfin les consultations, en tout cas les prises en charge qui me touchent le plus, je trouve. Ouais. C'est pas les plus faciles, c'est pas les plus marrantes, encore une fois, mais c'est vraiment celles qui te marquent le plus, je trouve. C'est ouais, t'as l'impression d'avoir fait ton travail, quoi. Ouais, Juste d'accord. ça, en fait. Juste là, tu dis là, ok, là, c'est pour ça que j'ai fait 10 ans d'études, c'était pour être là à ce moment-là et accompagner ces gens dans ces moments difficiles, quoi. C'est quoi la chose, moment de grande fierté, la chose dont tu étais le plus fier, toi, dans ton activité? J'ai vraiment du mal avec ce mot de fierté parce que euh, je trouve que c'est un peu en décalage avec Hmm, le rapport que tu as avec les patients, en fait. d'accord. Je trouve que c'est difficile d'être fier de trouver une maladie à quelqu'un, tu vois. Ouais, 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 Toi, ouais. tu es content parce que tu vois, c'est vrai que sur le plan professionnel, quand tu trouves une maladie qui n'est pas commune, oui, tu es content. Mais c'est pas tu vas pas afficher ça devant ton patient en te disant, ouais, trop bien, c'est hyper rare ce que vous avez, je suis trop content de l'avoir trouvé. Non, le mec, tu lui annonces qu'il a un truc rare, grave, il a pas envie d'entendre ça. Donc, c'est vrai que tu peux pas trop te permettre d'avoir ces sentiments-là au quotidien, en fait. Tu es obligé d'être, non, tu fais un diagnostic, tu expliques à la personne ce que c'est, ce qui va devenir, ce qui va lui arriver, quel traitement on va faire, qu'il faut qu'il fasse potentiellement tel examen. Sachant qu'il y a plein de choses que tu peux pas dire parce que c'est pas toi qui va prendre la décision, c'est le spécialiste derrière. Et puis tu connais pas forcément très bien la maladie, donc tu sais pas exactement ce qu'on va lui faire. Euh, je vois la satisfaction d'avoir été utile. Ouais, oui, c'est ça. Là, c'est plus oui, c'est pas de la fierté, c'est plus de la satisfaction. On va dire plutôt ça où t'es pas exubérant, t'es pas content, mais tu te sens, tu te sens bien parce que t'as été utile. Ouais, c'est plus de la satisfaction, on va dire. Effectivement. Et donc fierté. Non, après si une fois si je me suis senti un peu fier, moi, justement, quand j'étais à l'hôpital, j'avais accompagné une patiente en fin de vie et donc son mari avait envoyé un courrier directeur de l'hôpital où il citait expressément mon nom, disant que je l'avais accompagné pour la fin de vie de sa femme et que ça l'avait aidé, quoi. Ouais. Donc oui, là, tu te sens comme tu es à distance, tu plus dans la situation. En plus, je me souvenais pas trop du nom du patient. Enfin, ça me renvoyait pas à une situation particulière. Effectivement, là, tu te sens un peu plus fier, je pense. Tu peux avoir un peu plus ce sentiment que je trouve pas forcément très adapté en consultation, mais à distance, effectivement, tu peux le ressentir comme ça. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de joie dans le quotidien d'un médecin? Si je tire un peu le trait, tu vois, mais Alors, si, pardon. Justement, je vais rebondir. Si, il y a, justement, ça m'a fait penser à ça. Une patiente que j'ai suivie pendant 6 mois pour justement des problèmes de dépression, que j'ai vue toutes les semaines pendant 6 mois. Et donc, le moment où elle a arrêté de prendre ses antidépresseurs, ouais. là, voilà, j'étais content. On est arrivé au bout du chemin, ça va mieux. Elle a des projets pour son professionnel. Voilà, elle avait de nouveau envie de rebondir. Donc là, voilà, là, effectivement, là, c'était une situation où effectivement je me suis senti content de dire ok, là j'ai bien fait mon boulot, j'ai bien accompagné, ça a été long, mais on est arrivé, au bout du chemin, quoi. Hmm. Après c'est toujours pareil, comme c'est un peu un travail
tu fais pas tout le boulot en fait quand tu es médecin généraliste, je trouve. Vraiment, c'est une participation avec le patient en fait. Faut que tu arrives à convaincre ton patient que ce que tu lui proposes, ça va être efficace, ça va l'aider. Parce que s'il n'y croit pas, ben, ça va pas marcher, quoi. Comme je te l'ai dit, on va parcourir en fait plusieurs émotions. Au contraire, donc un truc dont tu as honte, ce serait quoi si... Ben, quand tu fais une prise en charge merdique, voilà, on va dire le mot. Typiquement, moi, c'est la fin de la journée, tu es un peu fatigué, t'en as un peu marre, tu sais que tu as 45 minutes de route pour rentrer le soir, tu as un patient qui vient te voir pour un truc pas très grave. Bon, il a pas l'air d'être très pressé que je l'examine. Donc tu discutes vaguement avec lui, vous avez quoi, vous avez ça, ah ouais, ça a l'air d'être ça, tu lui fais une ordonnance, tu l'envoies dehors et puis tu rentres chez toi. Et puis tu te dis, bah non, en fait, c'est de la merde en fait ce que t'as fait là, c'est nul, tu l'as pas examiné, t'es peut-être passé à côté de quelque chose. Et voilà, et je sais que tous les jours dans la journée, il y a une consultation où je finis la consultation et je me dis, bah là, ça sert à rien de faire ça. C'est pas. Déjà, toi, tu te sens pas bien parce que t'as l'impression d'avoir mal fait ton boulot, et puis tu rends pas service à ton patient parce que potentiellement tu passes à côté de quelque chose en fait. Mais ça, je pense que c'est dans tous les métiers, il y a toujours un moment où on a un coup de mou, c'est juste que nous, potentiellement, les conséquences peuvent être un peu plus fâcheuses, on va dire. Ouais. Ça, oui, ça c'est vraiment le truc que j'arrive à éviter, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y a juste des êtres humains, Eh oui. comme tout le monde, Eh qu'il y a oui. des fois où t'arrives pas, donc tu le fais pas, et puis après tu t'en veux un peu. Une grande peur que tu as eue, ce serait quoi? Ouais, c'est non, c'est quand tu laisses partir un patient et que tu sais pas ce qu'il a et que tu as potentiellement peur que ce soit un truc grave, donc tu lui as bien dit si ça va pas, vous allez aux urgences, mais tu te dis, enfin, t'as toujours quand même le petit truc de, des fois, ouais, j'ai quand même peur qu'il lui arrive un truc. Alors après, ce qui est bien, c'est que bah, t'as le numéro du patient, donc en fait, Mm. si t'es stressé et que t'as peur, bah tu le rappelles le lendemain matin, puis tu lui demandes comment ça va. Et puis s'il te dit, bah en fait ça allait pas, donc je suis allé aux urgences, puis ils m'ont fait le truc, le machin, et puis en fait j'ai rien, tu souffles. Et puis si tu le rappelles et que tu dis, bah non ça va pas mieux, puis en fait tu sens que toi t'es stressé, tu envoies aux urgences quoi. Mais ouais, c'est plus vraiment cette incertitude en fait qui est un peu effrayante des fois. De vraiment te dire que t'es tout seul, c'est pas comme t'as un patient à l'hôpital, tu le laisses le soir, il va pas très bien, mais tu te dis bah c'est pas grave, la nuit il y a un médecin de garde, il y a les urgences, il y a les réanimateurs. S'il y a un truc qui se passe, bah, il est à l'hôpital et on va le prendre en charge. Toi, le patient, il est rentré chez lui et il est tout seul chez lui, quoi. Et potentiellement à 1 heure de l'hôpital, si jamais il y a un truc qui va pas. Donc, ouais, c'est ça qui est un peu effrayant en médecine générale, c'est que t'es tout seul. T'es tout seul avec ton stéthoscope et tes connaissances, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà beaucoup énervé? J'essaie de pas m'énerver parce que quand je m'énerve, ben, y a rien qui avance en fait. Toi, t'es énervé, donc tu fais pas bien ton boulot. Tu rends pas service au patient parce que, bah, en fait, quand tu t'énerves, l'autre il s'énerve aussi, hein, généralement. Un peu l'escalade. Donc personne s'écoute, personne se comprend. Mais ouais, ça m'est arrivé de m'énerver, patient qui te réclame des sirops, des trucs, des machins, alors que tu sais que ça sert à rien, t'as pas envie de faire l'ordonnance, commence à te dire que t'es un salaud de vendu et que tu veux le faire souffrir parce que tu veux pas lui prescrire son sirop. Et tu trouves ça un peu injuste, donc voilà, je me t'énerve et en fait tu te dis bah ça sert à rien, mais d'un autre côté ça me faisait chier de lui faire son ordonnance juste parce qu'il m'avait dit je veux tel sirop qui est remboursé et tu vas me le prescrire. Bah non, en fait je suis pas. Sinon je fous une machine à ordonnance devant la porte du bureau, tu payes 25 balles et tu notes ce que tu veux sur ton ordonnance. Quand t'es vraiment pas du tout sur le même point de vue de ton patient et qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas d'échange, bah ouais, c'est frustrant, hein. C'est très frustrant. Parce que tu fais pas la médecine que tu as envie de faire, et du coup, tu t'es énervé, quoi, parce que tu as l'impression d'avoir encore fait une fois une consultation qui sert à rien. Alors, je me dis, ce genre de personnes, je ferais mieux de pas les recevoir en consultation, enfin, leur dire, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, sortez, vous allez voir quelqu'un d'autre, puis
parle plus, quoi. Il n'y a pas de souci. Si ça vous va pas, dans la charte déontologie, on n'a pas de contrainte de réussite. Oui. J'ai pas le terme exact du truc. Ouais. Voilà, c'est pas je vais en consultation et le médecin il va me régler mon problème. Non, c'est pas poser quelque chose et puis on va voir si ça fonctionne. Mais je suis pas tenu de régler 100% des temps. C'est pas un service, quoi. Donc c'est pas j'ai payé pour la prestation et il me faut mon ordonnance parce que j'ai payé pour ça, quoi. Là, tu nous tiens en haleine. Du coup, pour ce patient avec son sirop, c'est quoi la fin? Eh ben non, mais au final j'ai fait l'ordonnance, il est reparti avec et j'étais pas content, quoi, de lui avoir fait. Ben voilà, je l'ai fait payer 25 balles et je me suis dit à la fin, mais en fait j'aurais mieux fait de pas le faire payer et de le foutre à la porte. Voilà, en fait c'est ça que j'aurais dû faire, mais j'ai pas osé le faire parce que bah t'es jeune, t'as pas trop d'expérience, t'as pas, même si c'est un peu mieux qu'il y a 1 an et demi, encore des situations où t'oses pas trop dire non. Voilà, tu as aussi ce sentiment, t'es médecin, donc tu dois écouter les gens et tu dois répondre à leurs attentes, mais alors jusqu'à un certain point, quoi. Enfin, tant que ça rentre pas en conflit avec l'idée que tu te fais de ta profession. Des patients compliqués, on va dire ceux qui te disent ce qu'ils veulent ou ce genre de choses, ça représente quel pourcentage de patients? C'est pas beaucoup parce que généralement, donc moi je suis là toutes les semaines, donc je suis un peu le cinquième médecin du cabinet, on va dire. Donc il y en a avec qui ça se passe très bien, qui sont contents, qui viennent me voir plus que leur médecin traitant. Et puis les gens où ça se passe pas bien, mais ils reviennent pas te voir en fait. Mais ça c'est vrai Ouais. pour tous les médecins en fait. Tu as aussi la patientèle correspond en fait. Donc les gens qui aiment pas ta façon de faire, ils reviennent pas te voir. C'est ça qui est bien. Et puis de toute façon, ils sont pas mariés avec toi, donc Ouais, bien sûr. si ça leur plaît pas, ils vont voir un autre médecin. Il y a pas de souci. Hmm. Retiens personne, quoi. Hein. Et puis si ça se passe pas bien avec ton médecin, faut changer de médecin. C'est surtout ça qui est important à noter. C'est quand même la personne qui va te suivre pendant 30 ans, 40 ans en fonction de la durée de sa carrière et si tu déménages pas. Si pendant 40 ans ça se passe pas bien et que t'as pas l'impression qu'il t'écoute ou qu'il est sur la même longueur d'onde que toi, bah c'est un peu difficile, quoi, parce que tu vas pas lui parler de tes problèmes, tu ouais, tu vas pas te faire bien soigner, quoi. Parce que t'auras pas envie d'aller le voir. Alors pour en terminer avec notre cycle des émotions, quelque chose qui t'a attristé, qui t'a pas mal attristé dans ton expérience, ce serait quoi? Et ben c'était quand j'étais aux urgences à La Rochelle. Euh, j'ai eu un patient qui devait avoir 70 et 80 ans, qui était suivi pour un cancer, qui avait eu je sais pas combien de dizaines de cures de chimiothérapie pour son cancer de la vessie, qui avait été opéré, et qui vient parce qu'il a une infection grave, avec des globules blancs dans les chaussettes à cause de sa chimio, donc patient grave. Mais âgé, cancer trop évolué, donc on est sur c'est un peu là, cancéro, c'est très compliqué au niveau des traitements, parce que les gens sont en traitement, mais ils sont en même temps en soins palliatifs. Hein, c'est très difficile de, de jauger où sont les gens dans leur parcours de soins. Et donc lui, il était récusé de la réanimation, donc les réanimateurs ne veulent pas le prendre en réanimation parce qu'il est trop fragile. Et en plus, on se rend compte que, en plus de son infection, je regarde ses courriers, son cœur marche pas bien. Donc, quand tu as une infection grave, ta tension chute. Donc, normalement, on remplit le patient, le mettons du sang physiologique dans les veines pour éviter qu'il fasse un arrêt cardiaque. Là, impossible de le faire parce que si tu fais ça, tu vas lui remplir les poumons d'eau et ça va pas bien se passer non plus. Donc voilà, donc tu découvres un peu tout ça en voyant le patient, en lisant les trucs, et puis il faut aller voir sa fille après pour lui dire que ben, ça va pas très bien là. En fait, on peut pas faire grand chose, on va lui juste mettre les antibiotiques et puis on va croiser les doigts pour que ça suffise. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc tu t'annonces ça. La fille qui décompose un peu, je la revois 1 heure après, elle était avec son mari et sa fille, donc en larmes parce que bah elle sait pas si demain matin son père sera encore vivant. Tout ça quand toi de ton côté, et ben moi à ce moment-là ma mère a été suivie pour son cancer, donc
tu transfères un peu la situation de la patiente sur. Tu te dis, bah moi, est-ce que dans un an, ce sera pas moi qui serai à la place de cette nana et qu'on me dira que ben là, va juste serrer les fesses. Donc ouais, c'était ça. Puis c'était garde de dimanche. Il était 21h. On avait bossé comme un chien toute la journée. Donc fatigué, plein d'urgences graves, des gens que t'as envoyés en chirurgie en urgence, des trucs, des machins. Donc bah oui, tu te retrouves à pleurer dans les couloirs parce que bah tu craques d'un coup, quoi. Et ouais, c'était vraiment la seule fois où vraiment j'ai été à l'hôpital, j'étais pas bien, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que bah quand tu traverses toi des moments difficiles, bah, c'est extrêmement compliqué d'être à fond et à l'écoute des patients. Tu as des situations pour lesquelles tu vas être très ouvert et vraiment, t'es dans la sympathie, t'es même plus dans l'empathie, t'es dans la sympathie parce que tu transfères toutes tes émotions à toi sur le patient et t'as envie de t'en occuper. Et puis celui d'après, t'en as rien à fiche en fait parce que bah il vient pour ces petits bobos qui t'intéressent pas parce que toi tu vis des trucs qui sont pas faciles et du coup tu te dis mais pourquoi il vient m'embêter parce qu'il a le nez qui coule, je m'en fiche. Alors qu'en fait, le patient, quand il vient me voir, c'est que ça l'emmerde, que ça va pas, et il a besoin que tu l'écoutes, en fait. Déjà, juste de l'écouter, de lui dire, ah bah oui, c'est vrai que c'est pas facile. Même pas que vous soyez fatigué, bah il est content. T'as un peu écouté ce que t'as fait. T'as été un peu empathique, t'as fait la moitié du boulot, quoi. Voilà, vraiment, là, ça avait été une situation très difficile, que tu te sens en plus un peu impuissant, tu peux vraiment rien faire, juste dire aux gens, ben voilà, ça peut mal se passer. Bon, il a passé la nuit, le lendemain ça allait mieux. Ça s'est bien fini, mais enfin en tout cas pour cet épisode-là. Mais ouais, sur le coup, c'était difficile. Et dans le chat, on me dit je me trompe peut-être, mais écoutez, c'est un métier très dur psychologiquement. Et ben oui. C'était plus facile avant que ma mère soit malade et que j'ai à vivre tout ce chemin-là, parce que du coup, tu passes du côté des patients, en fait. Donc, enfin, t'as la double casquette famille du malade plus médecin, ce qui n'est pas du tout confortable. Et ça te change ton point de vue sur la maladie, en fait. Parce que tu passes de je suis médecin, je suis jeune, t'as vu des gens mourir, mais c'est des malades, c'est des patients, c'est bon, tu t'en fais pas trop, alors que là, quand ça arrive à quelqu'un de proche, tout d'un coup, tu vois l'envers du décor et ouais, tu t'as plus du tout enfin, en tout cas, moi, maintenant, je trouve que j'ai plus du tout le même regard sur ces situations-là. Ça touche plus, en fait. Enfin, tu te sens, ouais, pour l'avoir vécu, tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait. Donc, t'as pas les mêmes mots, je trouve, t'as t'as pas le même recul. C'est difficile de se mettre justement dans l'empathie et pas dans la sympathie, parce que là, les émotions, tu les as ressenties en fait, les émotions de ces gens. Donc tu sais exactement ce qu'ils ressentent. Alors que quand tu es juste dans l'empathie, tu t'imagines ce qu'ils ressentent. Donc tu peux garder cette distance qui est nécessaire quand tu es médecin pour justement rester à distance. C'est plus difficile quand tu sais ce que c'est pour de vrai et à chaque situation, tu retombes un peu dedans. Donc, plus le temps passe et plus c'est facile de reprendre de la distance. Mais t'es vite plus au contact, on va dire. Sentimentalement parlant, en tout cas, émotionnellement parlant. Pour l'avoir vécu, pour avoir échangé avec les médecins qui venaient à la maison, tu te dis, mais heureusement qu'ils étaient là, ces gens, en fait, parce que t'as besoin d'avoir cette présence, ces gens qui t'écoutent quand ça va pas, quoi. C'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent leur externat et qui font du médecin biologiste parce qu'en fait ils se sentent pas capables de voir des patients en fait. C'est trop dur et ils te disent qu'ils pleurent à chaque consultation quoi. Donc tu peux pas quand t'es médecin pleurer plus que tes patients, c'est pas possible. Et sinon t'arrêtes pas de la journée surtout. Est-ce que tu arrives à te déconnecter lorsque tu es en congé ou est-ce que tu penses continuellement à tes patients? Non, ça va. Ça va. Alors après, moi j'ai la chance comme je suis remplaçant. T'es un peu moins connecté aux patients, même s'il y en a
comme tu les vois moins régulièrement tes médecins, tous les gens que je connais qui se sont installés, ils te disent c'est plus la même quand tu es installé parce que c'est tes patients, c'est toi qui es responsable. Donc t'es un peu plus, c'est un peu plus dur de faire le lien. Moi, j'ai la chance d'être à 45 minutes de voiture, 40-45 minutes du cabinet. Donc, en fait, quand je suis sur la route, bah, je déconnecte. Et quand j'arrive chez moi, bah, je suis loin du cabinet. J'ai pas d'accès au dossier à distance ou quoi que ce soit. Donc, non, je n'y pense pas. Après, voilà, si j'ai un truc, j'appelle la collègue ou le collègue que j'ai remplacé pour lui dire, bah, écoute, j'ai vu monsieur machin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu l'as revu? Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, j'arrive encore à me détacher et à pas être envahi par ça toute la journée, quoi. Heureusement, je pense. On va donc commencer à conclure. Une question que je pose à peu près à chaque fois, c'est quel conseil donnerais-tu pour les gens qui ont envie de s'orienter un peu vers la médecine de manière globale? Et ben déjà, faut avoir envie de s'occuper des gens. Pour l'avoir vu, hein, il y a plein de collègues qui ont fait médecine parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Pas se mentir, métier où t'es quand même gagnes plutôt bien ta vie. Après, si tu veux être multimillionnaire, ben globalement, faut pas faire médecine, hein. Tu vas bien gagner ta vie, mais tu seras pas multimillionnaire. Et puis, bah, faut passer la première année, quoi. C'est surtout ça. Il faut s'accrocher. Après, ça veut rien dire, hein. Moi, je sais que j'ai un copain, il a redoublé en première et il a eu sa première année de médecine. Enfin, faut pas se désespérer. C'est pas parce que vous avez pas eu mention très bien au bac que vous aurez pas votre première année, hein. J'ai des copains qui ont fait des bacs ES, qui ont fait des bacs L, qui ont eu médecine, donc c'est pas non plus un. Alors maintenant, il y a plus, ça a changé. Il y a plus de bac S, c'est déjà des vieux. Nous. Non, faut s'accrocher et puis après, ouais, faut bosser, hein, parce que même si on te dit ouais, c'est la première année qui est dure, puis après c'est la fête et tout, en fait non, tu travailles. Il faut travailler tous les ans, il faut travailler dur. Il y a beaucoup de cours à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir. Et puis quand tu vas sortir de tes études, de te retrouver interne, tu vas te rendre compte qu'en fait tu sais rien. Voilà, tu sais rien. En fait, tu sais pas t'occuper des gens surtout. Euh, c'est surtout tu sais pas prendre en charge un patient. Les gens, c'est pas un foie, un cœur, deux reins, des os, quelques mètres carrés de peau. Non, c'est plus que tout ça. Donc ouais, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'arriver à considérer les gens dans leur ensemble et pas juste les voir au travers du filtre de la néphrologie, la pneumologie, la cardiologie. Ça, c'est... En tout cas, en tant que médecin généraliste, ça marche pas. Les gens te trouveront froid et distant et ça, ils sont pas là pour ça en fait quand ils viennent te voir en tant que médecin généraliste. C'est parce que tu es le médecin qui les suit, que tu les connais, que tu sais d'où ils viennent, tu sais comment ils vivent. C'est ça qui est important, c'est tout ça. Que les gens, quand ça fait même là, ma patiente que je vois depuis 6 mois, bah, maintenant je connais toute sa vie, je sais comment ses enfants s'appellent, je sais ce qu'ils font, je sais quand ça va pas, machin, ils me parlent de tout ça, et c'est des choses qui sont importantes pour les gens aussi. Des fois, ils viennent parce que ils ont mal à la gorge, mais en fait, comme je disais, c'est parce que leurs enfants sont pas bien et que ça les angoisse et ils veulent en parler. Et voilà. C'est vrai que c'est assez marrant de voir cet aspect-là, je pense. On nous apprend pas au final pendant les études. On apprend la science médicale et pas comment gérer un être humain. Alors justement, là, il y a une question dans le chat qui pose cette question-là. Est-ce que la formation à la prise en charge sociale et empathique est enseignée en médecine ou est-elle apprise sur le tas? Non, on n'avait pas on t'apprend pas vraiment à communiquer avec un patient. Quand tu arrives à ton premier stage, on t'apprend à faire une entrée. Donc quand le patient arrive à l'hôpital, donc faire l'examen clinique, l'interrogatoire, on t'apprend à voilà récupérer les données médicales pour arriver au diagnostic, savoir pourquoi il est là et trouver le traitement. Ça, c'est vraiment la prise en charge de l'hôpital. Quand tu arrives en médecine générale, surtout moi, je me suis retrouvé le premier jour, premier stage en cabinet, donc j'avais jamais fait de cabinet libéral pendant mes études à la fac. Et puis t'es dans un autre monde, quoi. Enfin, voilà, tu te retrouves face à des gens
qui te présentent des problèmes qui pour eux sont graves, et en fait tu te dis mais en fait non, il a juste un rhume ce monsieur, mais pourquoi c'est aussi bruyant chez lui, pourquoi est-ce qu'il se plaint autant en fait? Bah, c'est juste que oui, il est fatigué, il en a marre, et toi t'as l'impression qu'il est en train de mourir, mais pas du tout en fait, il est pas malade, il est très peu malade, mais son ressenti personnel c'est que c'est grave. Et ça, c'est pas des choses qu'on t'apprend à distinguer quand t'es à la fac. Après, nous, quand on était interne en médecine générale, la formation, elle est plus du tout axée sur le côté scientifique, connaissance, pathologie. C'est vraiment gérer les patients. En fait. Comment tu gères un patient au cabinet. Donc l'empathie, la communication, et plein de séminaires autour de ça, en fait. Ok, donc on a ton adresse cplusn.com, ça marche. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Bon, c'est important, je pense que les gens sachent un peu ce qu'on fait. Qu'on fait pas, effectivement, on fait pas que signer des ordonnances. Moi, c'est pas la fonction que je trouve la plus intéressante dans le métier, même si ça prend une grosse part. Et ouais, plus ça va et plus je trouve que c'est vraiment l'accompagnement des gens. Mais c'est après moi, c'est pour ça que j'ai pris médecine générale, c'est parce que bah, j'ai vu mon médecin de famille et je me suis dit bah moi c'est ça que je veux faire. Quand tu vas voir quelqu'un qui te connaît, qui te connaît bien, qui sait ce que tu fais, voilà, où tu habites, comment tu vas, ce que tu fais dans la vie. Ouais, tu te sens en confiance, tu te sens à l'aise pour parler de tes problèmes. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir cette relation avec son médecin traitant euh, pour qu'il puisse bien te prendre en charge, en fait, tout simplement. Lui, qu'il puisse bien faire son travail, en fait. Et que toi, tu aies l'impression qu'il te prenne bien en charge aussi. Je pense que c'est vraiment important. Bon, bah écoute, merci beaucoup Pierre pour avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience. Merci d'être prêté au jeu de l'interview. Merci à toi, Antoine. Et Et puis, puis, à une prochaine fois. avec plaisir. Allez, Salut. salut, ciao.